Fiona, à toi de nous parler de ton expérience. Ouais, moi aujourd'hui j'ai eu envie de vous raconter une histoire et l'histoire de comment Citéa, on en est venu à se focaliser un petit peu sur les violences sexuelles, à s'interroger sur cette problématique et de fait à créer des dispositifs spécifiques sur le sujet. Moi, j'ai commencé à travailler chez Citéa en 2018, notamment donc chez Citéa Bourgogne. Et à l'époque, je dois dire qu'on était une association qui œuvrait un petit peu classiquement en protection de l'enfance, donc sur des dispositifs de visite médiatisée, de consultation familiale, voilà, ordonnés classiquement par le juge pour enfants. Et puis, c'est à l'époque la directrice Olivia Galli qui s'est interrogée et qui a demandé à ce qu'on puisse réaliser une étude interne sur un panel de situations prises au hasard. En fait, elle s'interrogeait sur la prépondérance des problématiques de violences sexuelles dans les familles que l'on accompagnait. Ça a été assez moteur, cette étude interne, parce que les résultats ont été significatifs et au-delà de nos attentes. Et sur ce panel, en fait, on s'est rendu compte que 43% des personnes avaient été victimes de viols ou d'agressions sexuelles. Et ce qui était aussi intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que sur ces 43%, ils n'étaient pas forcément orientés vers notre service pour cela, c'est-à-dire qu'il y avait soit des placements, soit des mesures d'AEMO mises en place, il y avait de la protection de l'enfance, et c'est au cours de la consultation familiale, parce que on posait les questions et qu'on en arrivait à questionner, que les violences sexuelles sortaient. Donc dès lors, on a pris conscience de la nécessité de former l'intégralité de notre équipe. Donc on s'est formé à l'époque sur une formation dispensée par Stop aux violences sexuelles qui s'appelle Les Bases et qui tourne dans différentes villes chaque année. Et une fois qu'on a été formé, évidemment, poser la question aux enfants des violences sexuelles est devenu un automatisme, c'est-à-dire qu'on ne la pose pas de manière systématique, mais pas loin, dès qu'en fait une liste de symptômes vont nous faire avoir une petite alarme dans notre tête, on va poser la question aux enfants. Et donc évidemment, le repérage des violences sexuelles s'est amélioré. Je pense que si à ce moment-là, on refaisait l'étude en interne, on serait à bien plus que 43%. Et puis, on sait aussi qu'à partir du moment où on est en capacité de poser la question, et à partir du moment où on est en capacité d'entendre la réponse, parce qu'il y a vraiment les deux cheminements, ça se sent, les familles l'ont senti, donc les familles se sont mises à nous parler davantage de cette problématique. Et on s'est du coup déjà confronté à une première problématique éthique, parce qu'on était devenu un petit peu expert du repérage des violences sexuelles. Donc on repérait très bien, on avait un process très clair pour pouvoir en effet signaler ces faits au procureur de la République, mais on n'avait pas de lieu où orienter les victimes. Et cette problématique, elle était notamment flagrante dans notre pratique de réquisition. Donc réquisition, voilà, quand une victime va déposer plainte pour des violences physiques, sexuelles ou autres, le procureur et les gendarmes peuvent demander à ce qu'elle soit reçue par un ou une psychologue. Et ce qui est attendu de nous là, dans ces missions, c'est vraiment de pouvoir évaluer la crédibilité, évaluer les conséquences de ce que la victime dénonce, et notamment est-ce qu'il y aurait un stress post-traumatique, et puis pouvoir faire des préconisations en termes de soins. Et donc on était un petit peu coincés, puisqu'à la fin, voilà, on voyait les symptômes chez la personne, mais on ne pouvait pas l'orienter, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui encore, alors en Bourgogne, mais de manière générale sur le territoire national, il y a peu de dispositifs qui existent réellement pour accompagner les enfants, les fratries ou les familles suite à des faits de violences sexuelles. Donc c'est suite à ça, je continue dans mon historique, on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse développer des consultations spécialisées sur la prise en charge du psychotraumatisme en lien avec des violences sexuelles, parce que je pense que je vous apprends rien si je vous dis qu'il y a autant de psychologues que de pratiques et de façons de faire un suivi thérapeutique, et qu'aujourd'hui, enfin en tout cas moi par exemple, dans ma formation initiale, j'avais pas du tout été formée au psychotrauma et pas du tout aux violences sexuelles. Donc je pense que si je ne m'étais pas formée, j'aurais très très mal accueilli un enfant victime de violences sexuelles.
Donc c'est vrai qu'un enfant ou un adolescent qui a subi des violences sexuelles et qui souffre d'un trouble de stress post-traumatique va présenter toute une sémiologie en lien avec ce vécu. Troubles du comportement, troubles du sommeil, troubles du comportement alimentaire, idées suicidaires, affects dépressifs ou anxieux, passage à l'acte auto ou hétéro-agressif, insécurité massive, conduite à risque, comportement sexualisé, etc., etc. Autant de signes qui vont en fait témoigner de leur vécu. Et pourtant, moi, le constat que je fais, c'est qu'on prend très souvent le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'on va se focaliser sur le symptôme sans se pencher sur ce qui a créé le symptôme. Hier, une des collègues le disait à juste titre, l'arbre qui cache la forêt et on ne regarde pas la forêt. Alors que tous ces symptômes sont très clairement les conséquences des violences sexuelles et non les causes. Et c'est vraiment important de revenir là-dessus. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'une personne qui a vécu des violences sexuelles et qui n'a pas un accompagnement thérapeutique adapté va avoir un risque très grand de subir de nouvelles violences sexuelles. Et donc, on va croire que c'est la cause. Les représentations de chacun, et derrière les représentations de chacun, je dirais surtout l'irreprésentabilité des violences sexuelles, va vraiment empêcher de parler très concrètement des violences sexuelles. C'est-à-dire qu'il y a toujours un flou, hein. D'ailleurs, dans les réunions de synthèse, etc., on dit oui, il y a eu des abus, alors pas en termes juridiques, et on ne va pas exactement savoir ce qui s'est passé. Ainsi, on m'a déjà dit d'une enfant de 6 ans, je vous préviens, elle est très portée sur la chose. Ou encore d'une adolescente de 15 ans, elle fugue, elle couche avec n'importe qui pour pouvoir dormir chez eux. Ou bien d'un adolescent de 17 ans, c'est un agresseur, il a violé son petit frère et une fille du foyer. Donc non, une enfant de 6 ans n'est pas très portée sur la chose. Elle a des propos et des comportements sexualisés inadaptés pour son âge parce qu'elle a été victime de violences sexuelles. Non, une adolescente de 15 ans ne fait pas n'importe quoi avec n'importe qui, mais elle a des conduites de michetonnage ou des conduites prostitutionnelles parce qu'elle a vécu des violences sexuelles. Et encore une fois, non, un adolescent de 17 ans n'est pas qu'un agresseur. Il a sans doute été, ou est encore d'ailleurs, victime de violences sexuelles avant de reproduire ce qu'il a vécu. Étant donné notre thème, j'avais envie de vous citer Romain Gary, parce que je trouve que très tôt, il a très bien parlé de ses propres symptômes. Je vais vous lire un petit extrait. Donc, ça m'a remué et j'ai été pris de violence. Quelque chose de terrible. Ça venait de l'intérieur et c'est là que c'est le plus mauvais. Quand ça vient de l'extérieur, à coups de pied au cul, on peut foutre le camp. Mais de l'intérieur, c'est pas possible. Quand ça me saisit, je veux sortir et ne plus revenir du tout, et nulle part. C'est comme si j'avais un habitant en moi. Je suis pris de hurlements, je me jette par terre, je me cogne la tête pour sortir, mais c'est pas possible. Ça n'a pas de jambes. On n'a jamais de jambes à l'intérieur. Ça me fait du bien d'en parler, tiens. C'est comme si ça sortait un peu. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc très vite, quand on a commencé ces suivis spécialisés, on s'est confronté à un premier problème. Les enfants qui ont révélé des violences sexuelles sont-ils réellement protégés ? Moi, je vous avoue qu'un peu naïve, je pensais que ça coulait de source. Voilà. Et en fait, pas vraiment. Donc, ainsi le cas de Mélissa, 7 ans, qui depuis son placement avait révélé que son beau-père lui insérait des bougies et des fourchettes dans le vagin, en présence de sa mère. Le conseil départemental avait alors décidé de financer un suivi thérapeutique spécialisé. Et je le souligne ici parce que je pense que c'est vraiment très important que les conseils départementaux financent du soin. Et il l'avait financé notamment parce que Mélissa posait problème puisqu'elle commettait des violences sexuelles sur son lieu de placement, sur les autres enfants du foyer. Et lorsque j'ai commencé la prise en charge, en fait, très vite, je me suis rendu compte que Mélissa, qui allait en effet très mal, croisait quotidiennement sa mère et son beau-père, puisque sa mère et son beau-père accompagnaient à l'école la petite demi-sœur de Mélissa, qui allait dans la même école qu'elle. Donc, elle les croisait de manière non médiatisée, donc tous les jours, elle était reconfrontée à ses agresseurs. Et donc, aux reviviscences traumatiques. Et vraiment, c'était marquant cet exemple parce que du coup,
on finançait du soin. C'est-à-dire que le conseil départemental, le message qu'il disait à Mélissa, c'est voilà, on finance du soin pour que tu ailles mieux, mais en fait, elle n'était pas protégée réellement. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a une injonction paradoxale. Et je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que l'injonction paradoxale, ça rend fou. Donc, ainsi, chaque dispositif spécialisé en psychotraumatisme commence par là, c'est-à-dire s'assurer que l'enfant, que l'adolescent est réellement protégé et s'assurer qu'une procédure est vraiment en cours. C'est-à-dire qu'on ne va plus s'arrêter au fait qu'une maman dise qu'elle a bien porté plainte. En fait, on va lui demander le récépissé du dépôt de plainte, on va demander si l'éducateur l'a, on va vraiment se vérifier que la partie judiciaire est réellement prise en charge. Moi, je me souviens en effet du fait qu'un adolescent pour lequel les violences sexuelles du beau-père étaient connues de tous, elles étaient inscrites sur l'ordonnance du juge pour enfants, et on a mis plusieurs fois avant de se rendre compte que pour autant, il n'y avait aucune procédure en cours et rien n'avait été mis en place. Et cet adolescent, il s'interrogeait vraiment sur le fait qu'il pouvait croiser son agresseur dans la rue, que lui n'avait pas été auditionné du coup en gendarmerie, et il se demandait pourquoi son agresseur n'était pas incarcéré. Et dans cette situation-là, ce qui a été vraiment très compliqué, c'est qu'il a fallu qu'il commette lui-même des violences sexuelles, je pense, pour aller interroger la loi et le fonctionnement de la justice, qui, je dirais, heureusement, a fonctionné assez rapidement pour lui, donc voilà, mais qui, du coup, était vraiment, pour lui, après, un vécu d'injustice. Et pour reprendre une analogie bien connue, moi, je dirais que si une lampe à pétrole renversée déclenche un incendie, il va falloir, certes, enlever la lampe à pétrole, mais il va aussi falloir éteindre les flammes et les différents foyers. Et il faut vraiment qu'on puisse agir à tous les endroits du dispositif, sinon ça ne peut pas fonctionner. Donc, je ne vais pas vous mentir, la prise en charge de ces enfants et de ces adolescents victimes de violences sexuelles, elle est particulièrement difficile et elle va vraiment nécessiter d'adapter nos techniques thérapeutiques à l'état psychique de l'enfant ou de l'adolescent que nous rencontrons. Je me permets de reciter Gary, à ces mômes qui ont décidé de s'arrêter en route parce que ça leur dit rien qui chantent. Et donc, il va être, je dirais, avant tout nécessaire de créer ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Et pour ça, ça va être nécessaire de déroger parfois aux représentations un peu datées que les adolescents, à juste titre, peuvent avoir des psys. Hein. Mathilde, tu nous disais que pour beaucoup, ils ne voulaient plus en voir des psys. Voilà, et je pense que pour ça, je ne sais pas, moi, par exemple, un de mes grands atouts, c'est d'aimer les sneakers, les baskets à la mode. Et souvent, les ados, ils aiment bien ça. J'ai une collègue, ce qui fonctionne, c'est qu'elle a des heures et des heures de jeux vidéo à son actif. Donc voilà, on n'hésite pas à faire tout ce qui est en notre possible, surtout qu'on a en général un temps limité pour pouvoir créer cette alliance et favoriser le lien. Et d'ailleurs, moi, je dirais qu'un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait dans ma clinique, c'est que régulièrement, on me dit que je ne suis pas une vraie psy. Et en fait, ça me va si ça permet aux ados de se sentir suffisamment en confiance pour s'autoriser à être authentiques et pouvoir un petit peu réduire leur insécurité, puisque ça va être un des symptômes majeurs dans cette clinique, l'insécurité. Et donc, il va falloir beaucoup de temps et de rituels, de la répétition pour que le jeune se sente suffisamment en confiance pour montrer ses symptômes et qu'on puisse ensuite les travailler dans un second temps. Et quand on arrive à ce second temps, là, je dirais qu'il faut beaucoup de créativité aux thérapeutes. Donc j'avais envie aujourd'hui de vous illustrer d'outils un peu concrets, parce que je pense que dans nos cliniques, on en a toutes et tous besoin. Donc je ne vais pas vous donner tous nos outils, mais une petite liste de ce qu'on a pu mettre en place et ce qui a pu fonctionner. Donc d'abord, ça a été intégré Osmose. Osmose, c'est notre chienne thérapeutique. Et on s'est mis du coup à utiliser la médiation animale. Vous parliez de l'équithérapie. Nous, on utilise un border collie. Et donc, c'est encore Mélissa, dont je vous parlais en amont, qui nous a mis sur cette voie-là. Parce que Mélissa, quand j'ai commencé le suivi au départ, elle passait les séances à vouloir faire des jeux dont les scénarios les plus traumatiques les uns que les autres n'avaient aucune valeur cathartique. C'était vraiment toujours des scénarios horribles. Et je pense vraiment que ce qu'elle mettait en jeu, que l'objectif était de me traumatiser à hauteur qu'elle-même avait été traumatisée. Et pour rien vous cacher, je dois vous dire que ça marchait. Donc l'introduction d'Osmose a bien fonctionné parce que, pour le coup, le border collie n'est pas du tout intéressé par les scénarios traumatiques. Voilà, donc cette espèce d'agressivité, ça l'intéressait pas du tout, donc elle a très vite voulu sortir et partir. Et pour la première fois, Mélissa, du coup, a pu s'étayer sur moi
pour me dire qu'est-ce que je dois faire pour qu'Osmose ait envie de jouer avec moi. Et là, du coup, voilà, il y a un transfert qui a pu se mettre en place, on a pu entrer en relation comme ça, et ça a été le début de beaucoup d'apports entre Osmose et Mélissa. Et si ça vous intéresse, sur le site de Citea, j'ai écrit un article spécifique sur cette médiation animale et cette prise en charge, donc vous pouvez le retrouver sur le site. C'est paru dans le lien social. Un autre outil, ça a été de proposer un groupe thérapeutique dont les critères d'inclusion étaient les suivants. Donc, être une préadolescence, avoir été victime de violences sexuelles et relever de la protection de l'enfance. Alors, évidemment, on n'avait pas nommé les critères d'inclusion auprès des jeunes. Elles avaient été sélectionnées comme ça sur les lieux de vie, ou, enfin, voilà, avec les éducatrices référentes du département, mais on ne leur avait pas nommé. Et on avait travaillé en fait avec une dramathérapeute et une artiste photographe. Pourquoi une artiste photographe? Parce qu'on s'était rendu compte que droit à l'image, chambre noire, consentement, révélation, il y avait tout un vocable du champ de la photographie qui était commun au vocable des violences sexuelles. Et donc on s'était dit que c'était un bon support pour travailler ça. Donc pendant 6 mois, on a mené un groupe de 6 préadolescentes qui ont participé à des séances tous les 15 jours. Donc la dramathérapeute, en fait, avait vraiment pour objectif de pouvoir utiliser les outils théâtraux pour travailler sur le psychocorporel, pour travailler sur la place du sujet, son rapport au corps, ses émotions, ses limites, etc. Et l'artiste photographe, elle, était vraiment sur le versant artistique aussi pour déstigmatiser le soin. Et c'est vraiment voilà, de pouvoir aussi mettre des moyens sur des artistes de qualité. Moi, je trouve que c'est vraiment sur la question de l'estime de soi et ce qu'on donne à ces jeunes, c'est aussi fondamental. En backup, on avait aussi sur le dispositif 2 psychologues, parce que dans le processus de prise en charge, il est normal qu'à un moment donné, c'est plutôt signe que le processus fonctionne, il y ait un effondrement sur le sujet, qu'il y ait une décompensation sur un mode dépressif. Donc les 2 psychologues en backup, elles étaient annoncées dès le début, et en fait, elles n'ont pas servi tout de suite, mais au bout d'un moment, les jeunes ont pu s'extraire du groupe pour aller s'effondrer. Et puis, à la fin du coup de ce projet, sans que les critères n'aient été nommés, les jeunes ont évidemment conscientisé et compris ce qu'elles venaient travailler ici. Et donc, elles ont demandé de réaliser une exposition avec les photographies qu'elles avaient réalisées. Donc, on a organisé cette exposition dans le cadre des Journées internationales des droits de l'enfant. Et elles l'ont appelée « Tu me casses les pastèques ». Je pense que tout était dit. Troisième logique, on a essayé de complètement repenser les espaces, et je trouve que c'est vraiment une démarche à laquelle on n'est pas du tout formé à la base en psycho, mais qui est hyper importante et hyper intéressante. C'est-à-dire vraiment pour pouvoir favoriser le psychocorporel. Parce qu'avant d'être une effraction du psychisme par le traumatisme, les violences sexuelles, c'est une effraction corporelle, donc il faut passer par le corps, il n'y a pas d'autre choix en fait. Donc on a installé un trampoline, un sac de frappe, vous avez parlé de la box thérapie aussi, ça me parle. Et puis aussi des salles un peu spécifiques, un peu plus cocooning, contenantes, propices à la relaxation, au travail du lieu sûr. Le lieu sûr, c'est vraiment le lieu à l'intérieur d'eux-mêmes où ils vont pouvoir commencer à recréer un sentiment de sécurité interne, et c'est fondamental, sans ça, il ne pourra rien d'autre se passer. Des salles aussi spécifiques, on va utiliser le travail de l'argile parce qu'on va être voilà, sur des sensations primitives, plus archaïques, travailler l'ancrage, etc., etc. Dans tous ces outils, j'avais envie de vous parler de mon exercice préféré sur la question des violences sexuelles, qui est l'exercice du non ou du stop. Et si tu es d'accord, Laurent, j'aimerais bien t'utiliser en cobaye pour vous le montrer. Voilà. Alors, c'est assez simple à réaliser en fait, mais il faut le faire sérieusement évidemment, et quand l'enfant ou l'ado se sent suffisamment en confiance. Mais l'idée, c'est que je vais dire à l'ado que je vais marcher jusqu'à lui et qu'il peut m'arrêter en fait, qu'il doit m'arrêter quand il trouve que je suis à la bonne distance. Ok, c'est bon pour toi? C'est bon, c'est bon, merci. Laurent va plutôt bien. C'est la bonne nouvelle. Merci, docteur. Laurent va plutôt bien parce que je peux vous assurer que pour faire cet exercice avec tous les enfants et adolescents que je suis pour des problématiques de violence sexuelle, la première fois qu'on fait cet exercice, ils sont en incapacité de m'arrêter en fait. Et donc je vais leur montrer évidemment sans le faire, hein, je ne suis pas sadique, que là je vais leur marcher dessus en fait. Je vais vraiment marcher sur leur corps.
Et puis voilà, on fait le travail thérapeutique. Et ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est de le refaire. De le refaire au bout de 6 séances, de le refaire au bout de 12, au bout d'1 an de suivi, pour aussi que peut-être petit à petit, l'ado Fiona, mesure. et je te coupe, tu le fais toujours à cette allure-là ou c'est parce que là, Non. on est en... Ouais, Après, je varie, évidemment. parce que je l'ai ressenti comme... J'ai eu le sentiment que tu allais vite. Mm. Et peut-être je t'aurais arrêté un peu plus tôt, mais tu avais déjà fait un pas qui était rentré dans mon espace. Ah ouais. Non, je varie et tu vois, quand on a vraiment levé up là-dedans, par exemple, je vais le faire avec un regard comme ça. Parce que dans les violences sexuelles, il y a la question de la séduction. En fait, on a la représentation, encore une fois, hein, du méchant homme en imperméable dans une ruelle sombre, mais c'est pas ça les violences sexuelles. Ouais. Ça va être la séduction de l'enfant très manipulatrice. Donc voilà. Et je dis ça parce qu'on en avait parlé, tu m'avais proposé, c'est pas une surprise pour moi. Par contre, on ne l'avait pas fait, et le fait de le faire là, ça convoque quelque chose, quoi. Parce que soudain, il se passe... Donc, or, comme tu le dis, je te remercie, je vais plutôt bien. Donc, ça n'a peut-être pas encore convoqué trop de... Mais j'imagine que si le bagage est très lourd, ça mobilise. C'est très, très fort comme exercice. Et il y a quelque chose du corps qui se réveille là. Enfin, voilà, j'avais envie juste de témoigner de ça. Et je te laisse. Je te remercie parce qu'en effet, on dirait que c'est anodin comme ça, mais c'est vraiment très fort. Ouais. Et du coup, l'idée, c'est de le refaire pour aussi que l'ado mesure son évolution et la restauration de ses capacités à fixer ses limites et à se protéger. Un autre axe hyper important à mon sens a été d'accompagner les familles, les assistants familiaux et les lieux de vie dans la compréhension et la prise en charge des violences sexuelles. Parce que sinon, il y a un vrai risque qu'en plus d'avoir subi des violences sexuelles, l'adolescent subisse des violences psychologiques face aux symptômes, en fait. Parce que si on ne sait pas à quoi ça ressemble un enfant ou un adolescent qui a vécu des violences sexuelles, il y a des choses qui vont nous agacer, il y a des choses qui vont nous être insupportables, et donc on risque de mal l'accueillir et mal l'accompagner. On risque de le juger, on risque, voilà. Et puis aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a la question transgénérationnelle, je ne vais pas parler beaucoup de ça, parce que voilà, ce serait trop long, mais dans les violences sexuelles, quand même, elle est très prégnante, et souvent, quand un adolescent va révéler des violences sexuelles, et ben en fait, on va retrouver des violences sexuelles dans les générations antérieures qui n'avaient pas été parlées, et peut-être que ça a cette fonction-là. Ça a été le cas, juste pour vous donner un exemple clinique, de Marie, 16 ans, qui avait dénoncé les viols de son beau-père. Et sa mère était dans le déni total de ces violences sexuelles, donc évidemment, leur relation était très compliquée. Et en consultation familiale, la mère avait fini par pouvoir dire « Moi aussi, ça m'est arrivé et j'ai pas réagi comme ça, c'est pour ça que je pense que c'est pas vrai ». Et donc, le fait de pouvoir travailler en fait, sur leurs différences, dans leur vécu commun de victimes, ça avait permis que petit à petit, la communication puisse se reprendre. Et le dernier exemple que je voudrais aborder, c'est le fait aussi des consultations fratries. On s'est rendu compte quand même que quand dans une même fratrie, plusieurs enfants ont été agressés, quand on les a obligés à s'agresser mutuellement, il y a quand même tout un travail à effectuer parce que, évidemment, leur lien, il n'est pas du tout neutre, il n'est plus du tout neutre. Et parfois, il n'est d'ailleurs pas possible. Donc, c'est important de pouvoir effectuer ce travail, mais aussi évaluer de est-ce que c'est possible de mettre en lien ces enfants. On l'a vu, la protection de l'enfance a avancé heureusement, et on est maintenant dans le fait de vouloir réunir les fratries. Mais je dirais que quand il y a eu des violences sexuelles au sein d'une même fratrie, il faut être extrêmement vigilant parce que certes, les enfants ont envie de se voir, ils se sont beaucoup étayés les uns sur les autres, mais à chaque fois qu'ils se voient, ils réactivent le traumatisme. Et du coup, ça va être plus délétère en fait pour eux, et on continue du coup à rendre le trauma actif, ce qui peut être problématique. Donc le travail de la thérapie fratrie, parfois, ça va être aussi de travailler sur comment aujourd'hui on peut être frères et sœurs sans se voir. Et peut-être que quand on aura suffisamment avancé dans nos parcours individuels, de nouveau, on pourra se voir. Et je citerai pour ça Édouard Durand, la différence entre le lien et la rencontre, c'est que le lien c'est psychique et que la rencontre c'est physique. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc tous ces dispositifs, évidemment, là je vous en parle comme ça a été le fruit de beaucoup de tâtonnements et beaucoup de moments de grande difficulté. Ça demande de tenir et de contenir face à ces jeunes souvent explosés par leur vécu. Et c'est vraiment la composante type, je dirais, de tenir et de contenir.
Pour cela, il a fallu vraiment pouvoir être créatif. Et je dirais que le fait d'être créatif, c'est aussi ce qui va pouvoir sauvegarder notre propre psychisme. De pouvoir remettre du mouvement là où il y en a plus tant corporel que psychique, de pouvoir réinjecter du jeu et du subjectif au présent et pas dans le passé du psychotraumatisme. Aujourd'hui, ce dispositif de prise en charge spécialisée, c'est environ 50% de notre activité en Bourgogne. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir faire des passerelles, c'est-à-dire un travail individuel qui est suffisamment avancé va pouvoir permettre d'entamer un travail autour de la fratrie dans un second temps. Si vous avez envie d'avoir un peu plus de nouvelles de Mélissa, par exemple, je peux vous dire qu'aujourd'hui, elle croise plus sa demi-petite sœur à l'école, mais qu'elle bénéficie avec elle d'une thérapie fratrie, puisque la demi-petite sœur a fini par être placée et par évidemment révéler, elle aussi, les viols du beau-père et de la mère. Enfin, du coup, du père et de la mère la concernant. Et donc, juste le dernier point que j'aborderai, c'est que dans mon histoire et tout mon historique, c'est qu'une fois qu'on a vu tout ça, le groupement associatif CITEA s'est dit qu'il fallait absolument homogénéiser ces pratiques. Je vous ai dit, on est en Île-de-France, en Bourgogne, et c'était pas possible que ce soit juste la Bourgogne qui soit spécialisée sur ces questions-là, parce que on se doit, et c'est quand même une des grandes problématiques aujourd'hui, d'offrir les mêmes chances aux jeunes qu'on rencontre. Et si on n'a pas les mêmes niveaux de formation, si on n'a pas les mêmes spécificités, ça fait notre richesse, mais ça veut dire qu'un jeune à tel endroit, peut-être on va pouvoir lui offrir de révéler les violences sexuelles et un suivi, et un autre non, et ça ne serait pas juste. Donc en fait, on a créé une formation qu'on a diffusée à l'interne de tous les salariés de CITEA et qu'on diffuse maintenant aussi à l'extérieur, donc en 4 modules. Déjà repartir vraiment de la partie juridique, parce qu'en fait dans nos formations initiales on n'a pas forcément les informations là-dessus, et ça nous paraissait vraiment important de repartir de la loi, alors tant sur les violences sexuelles que aussi sur les procédures, parce que moi je sais que dans ma formation initiale j'ai pas du tout été formée aux obligations de signalement par exemple, et ça me paraît fondamental aujourd'hui. Le deuxième module, c'est vraiment sur la question des mécanismes du psychotraumatisme, parce que c'est quand même une clinique complexe, et si on ne connaît pas, si on passe à côté, et on a même des comportements un peu contre-productifs. C'est-à-dire que, tu parlais de dissociation, moi je parle aussi par rapport à la question de la discordance émotionnelle, quelqu'un qui vous raconte un vécu horrible, mais détaché de toutes ses émotions, non seulement vous n'allez pas le croire, mais en plus il va vous agacer. Alors que à partir du moment où on sait que c'est un mécanisme classique du psychotrauma, c'est plutôt finalement un facteur de crédibilité à prendre en compte. Le troisième module va vraiment être sur la sémiologie en fait, c'est-à-dire tous les symptômes qui doivent nous faire nous poser la question des violences sexuelles et qui doivent du coup nous faire poser la question des violences sexuelles à notre interlocuteur. Et le quatrième module est vraiment sur des jeux de rôle, parce que je pense que c'est fondamental de pouvoir expérimenter, et un petit peu comme on a fait aussi dans l'exercice du non là, de sentir dans son corps ce qui fonctionne pas, ce dont les jeunes ont besoin. En parallèle de la formation, parce que la formation, en fait, on se rend compte, on a besoin, surtout sur des thèmes aussi difficiles que les violences sexuelles, on a besoin de piqûres de rappel, on a besoin d'étayage. C'est pas parce qu'on a 2 jours de formation qu'on sait. C'est vraiment une déconstruction aussi de longue haleine. Donc on a mis en place une commission violence sexuelle, justement pour que les professionnels puissent, quand ils sont en difficulté sur une situation, mobiliser, avoir un entretien d'1 heure avec des pairs pour pouvoir réfléchir. Alors soit sur une situation, soit sur la façon de poser la question, soit sur des symptômes, soit sur la rédaction d'un écrit aussi. Et puis, je dirais que le dernier petit point, c'est que c'est aussi important, cette commission, parce qu'il faut être très vigilant à ce qu'on appelle le traumatisme vicariant, c'est-à-dire le fait d'être exposé quotidiennement à des détails d'événements traumatiques peut générer un traumatisme chez nous, et on peut développer les mêmes symptômes. Et moi, je me rappelle quand j'ai commencé en protection d'enfance, et notamment sur les violences sexuelles, on m'a vite dit « Ouh là là, il ne faut pas du tout y faire ta carrière, on s'abîme, on s'use, etc. » Et moi, j'aimerais bien, je crois, faire ma carrière en protection de l'enfance, mais du coup, pour pouvoir tenir ce pari, et il faut que je sois très vigilante à moi, à mes ressources et à ce que je mets en place dans mon service. Voilà, je pense que c'est... Merci, Fiona. Claire, tu souhaites prendre la parole? Oui, alors il y a 2 points pareils que je voudrais qu'on réfléchisse tous ensemble plus tard. Fiona, à un moment, tu as dit pour les fratries,
qu'ils veulent rester ensemble, mais effectivement, ça leur amène le traumatisme, etc. Je pense qu'il faudrait faire un grand travail avec ces enfants-là pour leur laisser le choix, en fait. Parce que même si en tant qu'adulte, on va se dire c'est mauvais pour eux, comment ils peuvent créer une relation de confiance avec l'adulte en se disant oui, il dit que c'est mauvais pour moi, mais moi c'est ce que je veux. Il va grandir en fait avec on m'a enlevé mon frère et donc il aura plus confiance, donc il va effectivement des fois pas raconter des choses par peur de perdre quelqu'un d'autre. Donc voilà, je pense qu'il faut laisser une très très grande place en fait à ce que l'enfant veut parce que c'est sa vie et même s'il est placé et c'est plus ses parents qui prennent les décisions pour lui, ça va être l'aide sociale à l'enfance notamment. Lui aussi, il doit avoir un droit de décider de sa vie à lui parce qu'à 18 ans, c'est lui qui aura les conséquences de toutes les décisions qui ont été prises entre guillemets pour lui. Voilà. Et il y avait aussi, chaque intervenant a parlé de situations à risque, mise en danger. Mais est-ce que des fois les jeunes savent qu'ils se mettent en danger ou est-ce que pour eux c'est un comportement normal? Et est-ce que des fois les professionnels inconsciemment ne favorisent pas les mises en danger? Par exemple, hier, il y avait plusieurs jeunes filles grands témoins qui parlaient de dormir chez des copines notamment. Effectivement, pour dormir chez des copines, c'est très compliqué. Il faut faire une demande qui est acceptée ou non, justifier de pourquoi on a envie de dormir chez une copine dans 2 semaines. Et finalement, si le jour J, on n'a plus envie, on est obligé d'y aller finalement parce que la prochaine fois, sinon on aura peur qu'on nous dise non. Et si notre copine, finalement, a un empêchement, est-ce qu'on va oser dire aux éducateurs, bah, finalement, j'y vais pas? Et est-ce que du coup, la prochaine fois, on va nous autoriser d'y retourner chez cette copine? Et donc, alors là, est-ce qu'on ne va pas favoriser de dormir ailleurs en se mettant en danger, mais finalement, ce n'est pas notre envie de se mettre en danger. Notre envie, c'était juste de dormir chez une copine. Et finalement, à cause de ce processus beaucoup trop compliqué, on s'est mis en danger, mais ce n'était pas du tout le but. Voilà. Je peux juste rebondir sur ton premier point sur les fratries. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et en fait, moi, je dis toujours que, et surtout sur la question des violences sexuelles et du psychotraumatisme, il faut de toute manière respecter la temporalité psychique du sujet. C'est-à-dire que parfois, j'ai tous les symptômes. Je sais que la personne, elle a sans doute vécu des violences sexuelles. Évidemment que si je pose la question et qu'elle me dit non, je ne vais pas lui dire bah si. Enfin, voilà, il y a quelque chose du respect de la temporalité psychique et ça, c'est aussi le cas pour les fratries. J'illustrerai par, je suis actuellement une fratrie de 3 enfants qui ont subi des violences sexuelles et des actes de torture et de barbarie. Ils sont très en demande de se voir. Mais en fait, très vite, je me suis rendu compte que quand on les met ensemble, il y a juste une majoration des symptômes et ils ne sont pas bien. À côté de mon dispositif, il y avait des rencontres fratries mis en place par les assistants familiaux. C'est-à-dire vraiment, c'est les assistants familiaux qui géraient. Donc on leur demande aussi là, un truc hyper compliqué, je trouve. Ça se passait au parc, ça se passait dans un fast-food. C'était hyper compliqué. Donc j'ai aussi pris le temps de discuter avec les AF. Comment ça se passe ces temps? Vous connaissez le mieux les enfants, vous les avez au quotidien. Est-ce que vous voyez des différences? Ils vivaient tous un moment d'horreur, en fait. Personne n'osait le dire parce qu'on se disait c'est chouette que ses frères et sœurs se voient. Mais en fait, c'était compliqué pour tout le monde. Et les enfants, souvent je commence en fixant des objectifs thérapeutiques, leur demande c'était moi j'aimerais bien voir ma sœur en me sentant moins stressée. Elle disait ça. Le petit 5 ans, il me disait que ça soit moins des gribouillis dans mon ventre. Bon, on va voir si c'est possible. Moi, au bout d'un moment, dans mon évaluation, je me dis je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suffisamment avancé dans leur suivi individuel qui s'est mis en place parallèlement à la thérapie fratrie. Donc, on est à 2 mois de suivi, 4 séances, une fois tous les 15 jours. Et aussi parce que le temps de la justice n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire que pour le moment, il y a encore les auditions gendarmerie, ça prend un temps, leurs parents, ils les croisent.
enfin, ce qui est quand même réactive. Et du coup, il y a quelque chose où la justice n'est pas venue poser l'interdit des violences sexuelles de manière très concrète, ce qui, je pense, va pouvoir permettre à ces enfants de davantage se structurer. Ils vont pouvoir aussi s'étayer là-dessus. C'est des choses fondamentales. Et je pense que quand toutes ces conditions seront réunies, là, la mise en fratrie sera beaucoup plus facile. Et quand j'ai fait du coup des séances avec chacun des enfants individuels, mais sur le dispositif fratrie, pour dire, moi aujourd'hui, je pense que c'est pas une bonne idée, que ça ne te fait pas du bien. Alors je me suis dit, ils vont pas être contents, et on va voir ce qu'on fait de ça. Et en fait, à ma grande surprise, ils ont tous exprimé du soulagement. Et il y a beaucoup d'amour entre ces frères et sœurs, et je pense qu'à l'avenir, ils auront un lien très satisfaisant, mais qu'il faut prendre le temps de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont pu le dire, hein, ils ont besoin d'être rassurés sur comment ils vont les uns les autres. Donc en revanche, il va y avoir du contact régulier, c'est-à-dire toutes les AF du coup se connaissent. Donc moi j'ai dit, voilà, vous appelez régulièrement votre collègue AF pour pouvoir dire comment va l'enfant, enfin voilà, qu'il y ait des choses qui puissent suivre leur quotidien, ça me paraît fondamental. Mais je suis d'accord avec toi, ce n'est pas des décisions qui peuvent se poser de manière arbitraire, sinon on passe à côté de notre sujet. Ça doit être travaillé, accompagné avec les enfants. Ok. Avant de passer la parole à Lisa Louip, je te poserai volontiers une question, Fiona. Osmose, donc c'est un border collie, donc un chien de berger, très, très gentil, très attentif aux humains. À qui appartient ce chien? C'est la mienne. Ah oui. Et c'est formidable, c'est pas préparé évidemment, mais Monsieur Yayaoui, hier je pense que tu as pensé, quand il nous a raconté cette histoire avec les chevaux, que je raconte moi avec le chameau du Cadi, dans cette famille berbère. C'est extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que tu es en capacité d'amener quelque chose qui t'appartient, enfin quelque chose, Ouais. quelque être vivant qui t'appartient, donc qui fait partie de ta vie, quoi, et de ton quotidien, et de ta vie privée, et qui s'implique dans ton travail, quoi. Enfin, et en même temps, tu repars avec. On est vraiment dans le... Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par l'article sur Mélissa, à un moment donné, dans le suivi de Mélissa, elle s'est effondrée. C'était nécessaire. Moi, c'était vraiment mon objectif. C'était une enfant qui pleure pas, hein, Elle s'est effondrée d'un coup et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle venait de conscientiser qu'Osmose, elle avait une maison et qu'elle rentrait chez moi. Et qu'elle, elle avait une maison. Et ça a été super intéressant pour travailler sur ça après. Ok, merci.